En 3 mots, les années 2000, telles qu'on les a retenues aujourd'hui, c'est pailleté, girly et pop. Antonyme fioriture et mauvais goût, un truc comme ça. C'est too much, ça n'a plus de sens et on a trop. Je pense qu'on aime bien donner des étiquettes. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais, quelque part, elle indique quand même un phénomène. Que signifie le retour du crop top ? Pourquoi, après des années de jean taille haute, la coupe taille basse est-elle redevenue subitement à la mode ? Et que penser de la soudaine attractivité des faux ongles et des paillettes ? Quiet luxury, Y2K, punk, queer ou encore sportswear. Dans Catwalk Calling, designers, journalistes, chercheurs ou figures emblématiques du monde de la mode reviennent sur les défilés cultes de la Paris Fashion Week. Pour nous, ils décryptent les grandes tendances des podiums et ce qu'elles disent de notre société. Je suis Jeanne Balibar, bienvenue dans Catwalk Calling, un podcast proposé par la Fédération de la haute couture et de la mode. Depuis quelques années, on assiste au retour en force du jean taille basse, du crop top, de la French manucure ou encore des strass sur les dents. Les années 2000 sont de retour sur les podiums et dans la rue, et ça se voit. Baptisé Y2K, Y pour year et 2K pour 2000, soit en français année 2000. Cette nouvelle tendance de mode puise sans limite dans l'imagerie du début de siècle. Longtemps taxé de vulgaire, le retour en force d'un certain style entre Lolita Pop et sportswear ne manque pas de surprendre. Que représentent les années 2000 dans l'histoire de la mode ? Qu'est-ce qui se joue dans cette nouvelle fascination pour le monde d'il y a 20 ans, y compris chez les jeunes générations ? Et de quelle manière la mode de 2024 revisite-t-elle le vestiaire et l'état d'esprit du passage au nouveau millénaire ? Dans cet épisode, 3 experts du Y2K vont analyser pour nous cette tendance que personne n'attendait. Lamine Kouyaté, designer et fondateur de la marque Xulibet, Manon Renaud, critique de mode et autrice d'une thèse sur la perception de la mode par les jeunes, et Alice Pfeiffer, autrice, critique de mode et rédactrice en chef du magazine Nylon France. Pour se remettre en contexte, on est au printemps 2021. Je me dirige à l'Institut du monde arabe pour le défilé de Ludovic de Saint-Sernin. Manon Renaud, journaliste et doctorante en études de mode, nous raconte un défilé Ludovic de Saint-Sernin automne-hiver 2021, caractéristique de la tendance Y2K. Donc on est à l'Institut du monde arabe, dans une salle en sous-sol, c'est déjà assez blindé. Et donc on attend un petit peu un moment waouh, etc. On attend du sexy, mais on ne sait pas exactement lequel. Et là, finalement, il y a beaucoup de pantalons, des pantalons plus taille basse que d'habitude, déchirés, plus de paillettes, plus de choses étincelantes. Ça peut presque faire penser à du Paris Hilton. Et finalement, il y a un goût années 2000 qui se devine à travers effectivement les pantalons plus taille basse, la mat paillette, la manière dont le stylisme est fait, qui était un peu latent la saison dernière, mais qui est là affirmé. Alice Pfeiffer, autrice et rédactrice en chef du magazine Nylon France. Il y en a un autre parmi tant d'autres qui est un défilé diesel où pareil, il y a du denim délavé, des successions de cuir avec impression 3D, avec des impressions trompe-l'œil, avec du patchwork, avec un condensé de ce qu'on aurait appelé mauvais goût jusqu'à là, qui tout d'un coup retravaillés, sublimes, deviennent des formes qui sont pratiquement un peu baroques. Manon Renaud nous décrit le vestiaire type de cette tendance des années 2000.
Ça se caractérise par des vêtements qui dévoilent le corps, avec beaucoup de couleurs enfantines et de codes enfantins. Le rose dragé, des élastiques Hello Kitty. Donc tous ces référents qui sont liés à un monde enfantin, mais en même temps avec des coupes ultra sexy. C'est-à-dire le jean taille basse, le string avec un papillon très mignon, mais qui déborde complètement du jean taille basse, des joggings en velours Juicy Couture. Donc il y a aussi plein d'éléments en termes de chaussures. On pense aux Ugg qu'on a revus complètement partout, portés par de toutes jeunes filles dans les rues de Paris. Donc tous ces éléments entre enfantins et ultra sexy qui viennent caractériser les années 2000, en tout cas le début des années 2000, disons une poche des années 2000, c'est cette esthétique qu'on a beaucoup vue et relue ces derniers temps. Alice Pfeiffer était adolescente dans les années 2000. Suite à une rupture amoureuse avec son copain de l'époque, elle se souvient s'être lancée dans un relooking pour être à la pointe de la mode. Je me suis dit, I'm stronger than that. Il y a une solution, c'est le mulet Tony & Guy. Et donc je suis allée à Palais Royal me faire une coupe où je suis ressortie avec une petite frange asymétrique, les cheveux courts sur le haut, des queues de ras sur les côtés. Je me suis dit, parfait, la vie commence. J'avais un piercing au nombril qui pendouillait avec un dauphin dedans. Je mettais du gloss, j'ai tenté le gloss sur les paupières pour que ce soit assorti au gloss, du gloss irisé partout. Surtout, tout devait être ondoyant, chatoyant, bordoré, brillant. Tous les mots pour dire brillance, c'était parfait, c'était les miens. Et là, je mettais des crop tops avec pantalon taille basse, pas d'eff, chaussures à bout pointu, basket, mini sac à main, imitation je ne sais quoi, faux piton également rose vif. Et je me regarde dans le miroir, je me disais, la modernité, c'est moi. Dans la description que fait Alice Pfeiffer de son nouveau look de fille moderne, on comprend qu'il s'agit d'attraper le regard de l'autre. Une dimension de cette mode des années 2000 qui se retrouve aussi dans les mots du fondateur de la marque Xulibet, Lamine Kouyaté. Ça s'écrit Xulibet, Xulybet, mais ça vient du Wolof. Et ça se dit Khulibet. Ça veut dire ouvre grand les yeux. Est-ce que tu veux ma photo? Regarde-moi bien. Je pense que la mode, c'est un cri, quelque part, en fait. Donc c'est comme ça que je l'aborde. Elle exprime une voix. Quand je dis voix, c'est dans le cri. Elle exprime aussi des aspirations, des choses, voilà. Le Y2K, c'est donc un bond dans le passé vers les années 2000. Manon Renaud nous replonge dans cette époque. À l'époque, on a le début des télécrochets. C'est-à-dire, pas les téléréalités, mais les télécrochets, il y a un principe, on est un peu plus noble dans le télécrochet, c'est-à-dire on a un talent. Donc on a la Star Academy ou Popstar. Ou Popstar, on nous a produit Matt Pokora. Donc, c'est-à-dire en termes de masculinité années 2000 aussi, c'est les petits cheveux en pique, les Marcel ou alors les tops à message mais sans manches. Et pareil, des jeans un peu baggy qu'on porte avec plein de petites chaînes. Et puis, il y a une culture clip qui est aussi en place et qui fait qu'on voit Britney Spears danser en pantalon taille basse en cuir avec son string qui est carrément sur son pantalon. Et ce qu'il faut ajouter à ça, c'est qu'on a de plus en plus de fabrication, entre guillemets, aux États-Unis, de stars pré-ados. Ça, c'est la machine Disney. Il y a Hilary Duff qui fait sa série, qui est d'ailleurs diffusée en France et que les jeunes Français voient sur France 2 à l'époque, qui est une chaîne accessible. Donc Hilary Duff qui va porter pareil beaucoup de vêtements roses, des petits colliers avec un pendentif cœur. Il y a aussi du coup après, un peu plus tard, on a Miley Cyrus avec Hannah Montana, Ashley Tisdale qui avait des looks pas possibles sur les tapis rouges avec des hugs, des choses bleues avec des
des volants avec ça allait dans tous les sens. Et donc ces stars qui ont moins de 16 ans, finalement, vont devenir une ressource vestimentaire pour les jeunes filles et elles vont habiter un paysage visuel en fait accessible. Une approche qui, pour Manon Renaud, a beaucoup à voir avec la libération du corps féminin. Elle se souvient. Pour moi, les années 2000, je suis à l'époque pré-ado. Je les vis à travers la diffusion des clips. Donc j'ai une surconsommation des clips jusqu'à avoir quelque chose presque de fétichiste. Quand je vois Britney Spears danser, je me dis que c'est complètement incroyable et que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc il y a une forme de fascination pour ces filles. On s'en fout un peu des paroles, mais elles dégagent quelque chose qui donne du pouvoir finalement. Selon Alice Pfeiffer, l'hypersexualisation assumée des années 2000 a participé à créer une forme d'empowerment, un processus qui nous séduirait aujourd'hui dans le contexte post-MeToo. Les codes visuels de cette tendance a commencé d'abord, je pense, par une redécouverte des archives des années 2000. Et ça a été, je pense, la redécouverte de films qui avaient été populaires, grand public, qui finalement avaient quand même 2-3 leçons à nous apprendre. La redécouverte de Jennifer's Body avec le retour de Megan Fox également, qui en fait est un film féministe. On a lu une lecture peut-être crypto-féministe dans certains blockbusters féminins qui nous donnaient d'autres outils pour aborder les questions de MeToo. C'était des figures qui posaient la question de qu'est-ce qu'est une féminité, qu'est-ce qu'un corps vulnérable, qu'est-ce qu'une masculinité toxique, d'où est-ce qu'elle se niche. C'était plein de ressources finalement. Pas que, parce que c'est extrêmement biaisé, c'était pas que ça. C'est effectivement les années 2000, là où c'est subjectif, c'est qu'en fait c'était des périodes de grande anorexie, c'était des périodes de grand sexisme, c'était de l'industrialisation de corps hyper lolita, donc c'est absolument imparfait. C'est pas du tout une utopie, les années 2000. En plus d'avoir proposé une nouvelle approche du corps féminin, la mode des années 2000 est apparue dans la foulée d'un autre bouleversement, selon Lamine Kouyaté. Je pense que les années 90, ce qui m'a le plus, moi, marqué, c'est cette façon d'avoir désenclavé la mode. C'est-à-dire qu'elle a sorti des précarés de cette approche foncièrement exclusive et très renfermée de la mode. Je pense qu'elle a amené la mode dans la rue et cette fantaisie aussi qu'elle a amenée dans la rue. La mode, c'était quelque chose d'assez vieux dans l'idée. C'est des gens qui refaisaient le monde avec leur pouvoir. Et c'est pour ça que ça a été comme un coup de pied dans la fourmilière. Ce coup de pied, il a été donné dans la fourmilière de l'élitisme. Car le Y2K joue sur une mise en scène de la richesse avec du brillant, du clinquant, des diamants, qui est complètement simulé. Je pense que chaque mode renvoie à un idéal ou une sous-culture qui est elle également une performance comme le reste. C'est qu'il faut montrer son appartenance culturelle et là, la culture, c'était une culture qu'on n'appelait pas de nouveau riche, mais c'était une culture liée à une performance de l'argent, en tout cas. Pour Manon Renaud, cette performance de l'argent à l'œuvre dans la mode des années 2000 s'accompagne aussi d'une performance de la célébrité. La casquette Von Dutch, une des pièces iconiques du Y2K, en est le parfait exemple. Pour décrire la casquette Von Dutch, qui est assez quand même fascinante, c'est vraiment la casquette de camionneur, donc de vraiment le redneck américain, avec un petit filet derrière. Donc a priori comme ça n'a rien d'extrêmement attirant. Et puis sur le devant, voilà, on a ce gros logo Von Dutch. Alors à l'époque, je ne sais pas du tout qui est Christian Audigier qui est derrière la marque, mais qui est un personnage fascinant, lui-même fan des États-Unis, de Johnny Hallyday, qui porte un faux bronzage
merveilleux. Et donc, c'est lui qui a l'idée de poser cette casquette sur la tête de Britney Spears à l'époque, qui est en pleine rupture avec Justin Timberlake. Elle est hyper médiatisée, hyper suivie par les paparazzis. Donc, toutes les starlettes de cette époque commencent à porter la casquette Von Dutch et ça va s'étendre sur la décennie pratiquement. Puisqu'encore en 2007, 2008, on la voit sur Kim Kardashian qui fait ses débuts en tant que styliste de Paris Hilton. Alice Pfeiffer, suite à son look de fille moderne post-rupture, se souvient avoir été la cible de remarques dévalorisantes. Mais pour elle, c'est bien la preuve de la charge radicale de la mode Y2K venue perturber un certain ordre social. Poser la question de la vulgarité, c'est poser la question qu'on se pose pas tellement en France, mais qui est celle d'un bourgeois gaze, du bourgeois. Ce qu'on nomme comme vulgaire, vulgus ça veut dire le peuple. Pop, ça veut dire populaire. Populaire, ça veut dire basse classe en France. Donc ça pose la question d'un classisme intégré dans les normes sexuelles et dans les normes genrées. Le corps féminin, est-ce que c'est un corps féminin bourgeois dont on parle finalement? Est-ce que c'est un corps parisien dont on parle? C'est le mépris de classe imbriqué au sexisme dont on est en train de parler. Au-delà de la dimension émancipatrice et potentiellement provocatrice du Y2K, Manon Renaud note une grande variété dans les sources d'inspiration. Ça se passe en même temps sur les podiums, en même temps dans des magasins hyper accessibles, type à l'époque en France Jennifer ou Pimki, où on peut aller s'acheter un joli ras de cou multicolore ou un bracelet avec plein de petits animaux qu'on peut partager avec sa meilleure amie. Et en même temps, il y a le podium, parce que le podium n'est pas absent de la construction des années 2000. Typiquement, il faut regarder les collections de 2000-2001 de Roberto Cavalli ou de John Galliano chez Dior, qui vont faire effectivement des choses incroyables avec beaucoup de mélange de matières, de fourrures, des pantalons en cuir qu'on attachait avec les lacets comme Shakira portait. Carrossés comme des voitures volées, il y a toujours un petit brin d'interdit avec John Galliano. C'est drôle, c'est très amusant de jouer avec un tout petit peu de mauvais goût qui donne l'ensemble un côté plus contemporain. Il y avait des colliers ras de cou avec écrit sexe chez Dolce & Gabbana, des choses en cuir mélangées avec du jean. C'est l'époque aussi où Desquaret fait beaucoup de collections de ce type et ils habillent Madonna sur la tournée musique. Alice Pfeiffer voit dans les années 2000 un rêve de fusion et de mixité qui se retrouve aussi dans la mode de cette période. Il y avait un truc très global citizen, citizen of the world. C'était les moments de Ryan B. Fever, c'était les moments de fusion musicale, de fusion culinaire, de fusion et d'hybride de forme. C'était cette idée de, on va vers les années 2000, on va fusionner le passé et le présent, on va fusionner les classes, on va pouvoir tisser, tresser, tricoter des nouveaux sens à partir de sens existants, avec un rêve d'utopie dedans qui a évidemment pas pris, parce que certaines fois c'est joyeux, certaines fois c'est gênant, mais c'est une envie de nouvelles formes en tout cas. Lamine Kouyaté se souvient de cet idéal des années 2000. Moi, je venais du Mali, d'Afrique. J'avais aussi d'autres préoccupations dans ma tête. Mais quelque part, j'arrivais là avec des gens aussi qui avaient envie de découvrir le monde. On était dans une forme de globalité qui était positive. L'idée, c'était le melting. Quand on voyait une collection de Zulibet, on pouvait prendre des choses qui venaient de la second hand, comme on dit. On va dire du vintage, des choses qu'on allait glaner, et puis avec des choses complètement synthétiques, de l'industrie, des nouvelles matières. Pour Alice Pfeiffer, cette superposition de références éclectiques participe à donner une dimension particulièrement légère au Y2K. Ce qui est drôle avec le Y2K, c'est une accumulation pour moi de codes déracinés. Parce qu'en fait, si tu regardes bien,
C'est surtout l'exercice même de la fusion qui est intéressant dans le Y2K. C'est des codes qui sont sortis d'un Total Look, qui sont sortis d'un vestiaire. Il y a également du sportwear, il y a également du denim, il y a également un crop en jean. Tout est sorti de sa fonction initiale, de son vestiaire initial et de sa cohérence. C'est pour ça que c'est rigolo, ça ne veut plus rien dire. Il y a une force dans cette revendication, dans cette liberté, ce mouvement, cette mobilité qu'on peut retrouver dans son vêtement et qui ne soit pas forcément une représentation, mais un esprit de quelque chose qu'on a envie de porter de façon festive, de façon légère, amener une fantaisie qu'on n'a pas forcément tous les jours, mais si on peut l'amener aussi dans la vie courante, c'est ça en fait le Y2K. Ok pour les années 2000, mais pourquoi est-ce que ce style revient en force et pourquoi maintenant ? Manon Renaud date l'apparition du Y2K à la fin de la crise sanitaire. Depuis la fin du Covid, à partir de 2020, il y a des petits indices. 2021, ça commence de plus en plus à être présent. Il y a des tongs à plateforme chez Coperni, avec des robes qui dévoilent le ventre. Il y a chez Acne Studio de plus en plus de relectures aussi, de pantalons un peu taille basse, d'éléments qu'on ne voyait pas. Il y a plus de tissu sur certaines pièces, et en même temps le corps est beaucoup plus dévoilé. Là, on sort de ce moment Covid, et non, c'est tout le contraire. Il y a du maquillage, il y a des cheveux avec des brushings, il y a des ongles immenses qui apparaissent. On peut également penser au fait qu'il y ait des célébrités contemporaines qui s'inscrivent un peu dans la lignée des pop stars d'il y a 20 ans. Dua Lipa, qui a quand même aussi des vêtements de scène assez incroyables et très documentés. Elle va défiler pour Versace avec ce côté très sexy, des ongles pareils très longs, le maquillage prononcé. Donc elle incarne cette féminité hyper finalement vaillante, indestructible, comme les autres pop stars des années 2000. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les créateurs d'aujourd'hui ne sont pas les créateurs d'il y a 20 ans. Et que chez les jeunes scènes, on a parlé d'Esther Manas, justement, c'est une relecture, c'est un droit à être désirable, à être désiré, avec des vêtements qu'on a choisis et qui nous vont. Comme chez Marine Serre, collection automne-hiver 2018-2019. Je me sens forte, je me sens incroyable. Je me sens belle, je me sens sexy, je me sens en pouvoir. Dans les années 2000, disons que le corps devait se fondre dans les vêtements, s'adapter à ces vêtements importables. Aujourd'hui, je pense, pour des jeunes créateurs en tout cas, ce qu'ils essayent de faire, c'est le vêtement qui s'adapte au corps et pas le contraire. Dans sa fantaisie et sa légèreté, le Y2K est un outil d'évolution particulièrement efficace pour les jeunes. Ces jeunes que Lamine Kouyaté a toujours chéris pour leur force de réinvention. Je pense qu'il faut garder un œil toujours sur la jeunesse parce qu'elle a une voix, une vérité. C'est la vie, quoi, en gros. La jeunesse, forcément, elle vient avec une force, aussi une expression de la vie. C'est ça, quoi. C'est important. C'est le lieu de la survie, le lieu de la vie et aussi de la vérité, quelque part. Même si il y a une forme d'insolence, peut-être que la sagesse, elle est aussi là-dedans. C'était Catwalk Calling, épisode 2, Y2K. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création de la FHCM, produit par l'Acme Productions,
préparé, tourné et écrit par Lola Berthet, réalisé et mis en musique par Thomas Rosès, avec la voix de Jeanne Balibar.